Je me présente, je m'appelle Sonia Tellez-Izy et je suis prosectrice au sein de l'Université libre de Bruxelles depuis 2009. Eh bien, c'est un étrange métier, c'est celui qui accompagne le professeur d'anatomie. Donc, c'est-à-dire qu'il va s'occuper de disséquer des régions anatomiques ou des corps entiers en fonction des besoins pédagogiques. Eh bien, c'est un acte altruiste, vraiment, une générosité inégalable. Je crois que c'est vraiment un dernier don de soi. Les personnes qui donnent leur corps à la science permettent une avancée inestimable, tant dans la recherche que dans la pédagogie. Ça aide vraiment, ça impacte pour moi les étudiants, les chercheurs. Ça permet aussi une visualisation 3D de ce qu'on peut lire dans un livre. Et je pense vraiment que c'est d'une grande utilité. Pour devenir prosecteur, il n'y a pas vraiment de formation. Moi, je suis laborantin A2. J'ai simplement postulé à une petite annonce sur le web. Je ne m'attendais vraiment pas à ce genre de choses. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de formation qui se rapproche, si ce n'est que la thanatopraxie pourrait vraiment être assimilée à ce qu'on fait. Mais ça s'apprend sur le tas. Et vraiment, je pense, ce métier doit être fait avec passion, une envie d'apprendre, puisqu'on apprend tous les jours. Une journée type, eh bien, on arrive le matin. On est une petite équipe de 5 personnes avec lesquelles je m'entends très très bien. On a un besoin de rapprochement puisqu'on travaille avec la mort. Et donc le matin, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on discute, on rigole et puis on commence. On se prépare, évidemment, on a des EPI qu'on doit porter puisqu'on doit pouvoir se protéger au niveau de nos habits. Et donc on se met, comme je dis toujours, en habit de lumière pour commencer notre journée. Ensuite, eh bien, en fonction des différentes périodes de l'année, eh bien, on va soit préparer les cours, soit on va avoir un appel pour un décès, puisque malheureusement nous n'avons pas le numéro de la mort, et donc c'est plutôt elle qui nous appelle. Et donc à ce moment-là, dès qu'on reçoit un appel pour un décès, on entame les procédures administratives. Et donc là, avec ma collègue Leslie, on s'occupe de faire les documents, donc on contacte les pompes funèbres, les administrations communales, et puis on s'arrange avec les pompes funèbres pour pouvoir réceptionner le donneur. Une fois que le donneur arrive chez nous, eh bien, on va le préparer, donc c'est-à-dire qu'on va commencer par l'embaumement. Et donc le processus d'embaumement va prendre environ 48 heures, et une fois que le processus est terminé, il est mis donc en chambre froide en attendant son utilisation. L'utilisation de la dépouille du donneur est vraiment dépendante de la période, puisque il y a des dissections au premier et deuxième quadrimestre, mais il y a aussi de la recherche. Donc quand une personne décède au mois de juillet-août, eh elle sera utilisée aussi s'il y a de la recherche ou des activités pédagogiques. Alors ça, c'est un grand mystère. C'est vrai que notre métier demande non seulement une grande force physique, puisque nous sommes parfois amenés à porter des charges lourdes, mais c'est aussi un poids psychologique. Il ne faut pas non plus mettre de côté qu'il y a tout un aspect psychologique derrière, puisqu'on travaille avec la mort et on est tous les jours confronté à ça. Alors, qu'est-ce qu'on met en place? Donc, on a tout un système de techniques et matériels qui nous permettent de pouvoir soulager d'un point de vue ergonomique notre travail. Donc ça nous aide beaucoup. Et puis, il y a aussi l'entraide, parce que l'entraide, c'est très important dans ce métier. On est obligé, on est très solidaire, comme je le disais tout à l'heure, et donc ça nous permet aussi de pouvoir, à un moment donné, quand on n'a pas la capacité physique ou mentale de faire quelque chose en particulier, eh bien d'aller chercher de l'aide auprès de ses collègues. Et ça, franchement, pour moi, on ne pourrait pas faire un travail optimal si on n'avait pas ça. Alors les mythes. Le plus courant, c'est le don n'est pas utile. Alors ça, je voudrais vraiment, à travers cette exposition aussi, permettre aux gens de se rendre compte à quel point c'est hyper important en fait. C'est important pour les étudiants, pour la recherche, etc. Et la recherche, elle ne peut pas se faire sur un modèle 3D ou sur un atlas. En fait, l'exploration d'un corps, c'est un outil extraordinaire. Et donc pour moi, le don de corps, il permet de rendre possible ça. Si un jour ça devrait s'arrêter, je pense qu'on perdrait quand même un atout majeur qu'on a dans notre pays de pouvoir faire ça.
Le deuxième mythe qui est aussi un petit peu véhiculé à travers les médias, etc., c'est le fait que le don de corps est payant. Alors il faut savoir, et ça je le dis souvent, c'est que le don de corps c'est comme une pause à travers le processus de deuil. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un décède, une entreprise de pompes funèbres, puisque ce sont des dispositions légales, doit venir prendre la dépouille et l'amener dans un cimetière ou à la crémation si c'était le désir de la personne. Chez nous, eh bien, c'est comme si à travers le moment A et le moment B, il y avait une espèce de pause. Et c'est cette pause qui permet de venir chez nous. Et donc, on ne bloque pas la possibilité de pouvoir être inhumé ou incinéré. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent mal perçu par les personnes. Donc c'est-à-dire que nous, et c'est ce que j'apprécie surtout à l'Université libre de Bruxelles, c'est qu'on laisse toujours le choix aux gens de choisir leur dernière sépulture. Ça c'est vraiment quelque chose pour laquelle j'insiste et notre université permet ça. Donc voilà, ça c'est quelque chose souvent que les gens reviennent en disant « Ah oui, mais ça va nous coûter plus cher ». Et en fait non, la seule chose que ça fait, ça laisse un laps de temps un petit peu plus long. Alors ça aussi, les gens doivent savoir, lorsqu'on choisit de donner son corps à la science, eh bien, ça impacte également la famille. Parce que c'est effectivement une pause qui fait que parfois, ça réanime le sentiment de perte, parfois après 18 mois. Puisqu'on a un minimum de 2 semaines chez nous et on a un maximum de 18 mois. C'est pour ça que c'est très important, et c'est ce que je dis toujours aux donneurs quand je les ai, c'est vraiment d'informer le plus possible leurs proches. Comme ça, ça permet aussi de ressentir et d'accueillir le deuil différemment. Donc voilà, les plus gros mythes, c'est ça. Après, il y a les mythes aussi sur la mort, sur le fait que voilà, le don de corps, il est utilisé pour des dons d'organes, etc. Enfin, il y a quand même pas mal de choses qui sont véhiculées là-dedans. C'est toujours très rocambolesque et très marrant parfois d'avoir ça. Je devrais écrire un livre avec les petits trucs un peu comme ça, ce serait drôle. Mais voilà, je pense que le plus gros, c'est ça. Comme je le disais précédemment, et ce que j'apprécie vraiment à l'université ici, c'est que notre service, donc nous en tant que prosecteurs, on est 2 co-responsables du service legs de corps, donc il y a la partie administrative, puis il y a la partie technique. Et donc dans notre université, il y a 2 prosecteurs qui sont attitrés à la partie administrative, et donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où on reçoit la formule testamentaire qui est faite par le donneur et qui stipule qu'il a envie de donner son corps chez nous, eh bien il y a toute une série de demandes qui est faite de l'autre côté de ce document qui nous permettent de savoir quelles sont ses dernières volontés. À partir du moment où on a ce document écrit, daté et signé, parce que ça c'est pour l'aspect légal, voilà, eh bien nous on encode ces dernières volontés et on a un canevas très précis, donc on a un process par rapport à ça, où on veille à respecter ces procédures à la lettre. On est vraiment à cheval là-dessus, c'est qu'il est important pour nous et c'est aussi une espèce de forme de reconnaissance du don qui est fait. C'est comme s'il y avait un contrat moral entre la personne qui lègue son corps et notre devoir de vraiment veiller à ce que ça soit fait. Donc lorsqu'un donneur stipule qu'il veut être incinéré ou enterré dans un cimetière ou un autre, lorsque nous avons terminé nos travaux, c'est nous-mêmes, donc les 2 personnes responsables, qui contactons l'entreprise de pompes funèbres en expliquant, voilà, donc telle personne a fait don de son corps, nous avons terminé les travaux, il est temps de le ramener à sa famille, et donc voilà ce que la personne a demandé. Donc nous veillons à ce que les choses soient faites comme stipulé dans le testament. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. La charge émotionnelle, c'est vraiment quelque chose qui a été très compliqué dans mes débuts. Il faut savoir qu'au tout début que je suis arrivée, je me souvenais de tous les noms, de toutes les têtes, de tous les visages. Et c'était assez difficile à gérer. Après, en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que vu que je fais mon travail avec une grande passion, je suis vraiment une grande passionnée, ça m'aide aussi à prendre de la distance par rapport à ça parce que je sais que je fais les choses correctement. Je sais que je veille à respecter leurs dernières volontés. Et bizarrement, jamais je me suis dit, c'est un objet. Ça n'est pas un objet, c'est un corps. C'est quelqu'un qui a vécu, qui a pensé, qui a aimé. Et en fait, bizarrement, beaucoup de gens ont du mal quand je dis ça, mais pour moi, c'est ça qui m'aide à prendre de la distance. C'est de me dire, bah voilà, je rends hommage à cette personne et donc, du coup, automatiquement, c'est venu naturel. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait qu'on travaille en équipe, et parce que parfois, effectivement, quand on a des personnes très jeunes, il n'y a rien à faire. Je pense que notre cerveau fait un espèce de transfert. Et donc il m'est déjà arrivé de devoir m'occuper de personnes de mon âge. Et là c'est un petit peu plus compliqué, puisque ça se réfère directement à moi.
Alors quand ce sont des personnes qui ont 90 ans, évidemment, c'est complètement différent. Mais quand ce sont des personnes qui ont mon âge, eh bien, voilà, j'ai toujours un petit moment où je me dis, bon, ok Sonia, voilà. En fait, ce genre de situation, ça me permet aussi d'apprécier la vie, en fait. C'est très paradoxal, hein, mais le fait d'être confronté à la mort, ça nous permet déjà d'avoir une autodérision. Donc je pense que les gens qui travaillent dans la mort, je pense que c'est une question de sécurité, on va dire. C'est de pouvoir avoir une autodérision par rapport à ça. On est très comique, donc souvent... Alors, évidemment, jamais par rapport à notre travail, mais on est très taquin entre nous, etc. Et donc, on travaille avec collégialité et je pense que ce côté-là est parfois... s'efface. Alors évidemment, dans la vie, on a parfois des problèmes, on va dire, plus personnels qui font qu'il n'y a rien à faire. À un moment donné, ça va impacter aussi notre travail. Des maladies de nos proches, le décès de nos proches, etc. Et donc, étant donné que je suis la responsable opérationnelle des prosecteurs de notre équipe à l'ULB, eh bien, je demande toujours à mes collègues de m'informer de ce genre d'état, puisque c'est important pour moi aussi de les mettre en sécurité, en fait. À partir du moment où on vit quelque chose de personnel, c'est aussi important d'avoir le temps de pouvoir prendre de la distance, et à ce moment-là, d'autres pallient, et en fait, c'est tellement collégial que ça se fait automatiquement. Mais c'est très important. Pour moi, l'aspect émotionnel dans mon travail, c'est ce qui guide. C'est ce qui me confère mon expertise, c'est ce qui me confère cette passion, c'est ce qui fait que tous les jours je me réveille en me disant je vais faire quelque chose d'important. Je pense que j'ai déjà répondu un peu à cette question-ci, mais ce qui me passionne dans mon métier aussi, c'est apprendre. Apprendre. On n'arrête jamais d'apprendre en fait. Et ça, c'est extraordinaire. Le corps est super bien fait. C'est une machine de ouf. J'ai vu des choses... Je ne pensais même pas que c'était possible. Alors il faut savoir que j'avais une connaissance en anatomie équivalente à ce qu'on apprend en secondaire. Il n'y a pas de formation à proprement parler, si ce n'est des études de médecine, mais c'est d'apprendre tous les jours en fait. Déjà, rien que le fait d'avoir des contacts avec des médecins, des étudiants, des chercheurs, et alors s'intéresser aussi, parfois on arrive dans des situations plus complexes où on doit montrer quelque chose, mais techniquement c'est compliqué, alors il faut qu'on fasse aller notre cerveau, et donc ça demande vraiment une recherche, et en fait ça ouvre un tel panel et de champs de possibles, et ça j'adore. J'adore aussi parce que on a besoin de... En fait, la dissection, c'est de l'orfèvrerie, en fait. Donc c'est minutieux, c'est comme un horloger. À partir du moment où on ouvre, on doit faire attention aux vaisseaux, on doit faire attention aux nerfs, et donc dans mes doigts, en fait, c'est quelque chose qui... c'est quelque chose qui me passionne, parce qu'avec mes mains, je crée, en fait. Je crée. Alors ça paraît un petit peu glauque pour certaines personnes, puisque c'est quelque chose qui n'est pas commun, mais en fait c'est passionnant. Et je me suis toujours dit que j'aimerais une fois dans ma vie pouvoir voir un chirurgien à l'œuvre, puisque moi je fais en quelque sorte un peu le travail d'un chirurgien de la mort en fait. C'est un peu la chirurgie, la microchirurgie sur un corps mort, donc je ne peux pas faire d'erreur. Mais je me dis, qu'est-ce que ça doit être? Ça doit être encore plus magnifique, le métier de chirurgien, de voir ça in vivo, quoi, de voir un cœur qui bat, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui m'impressionne. Et voilà, et ça confère aussi une certaine forme de passion. Et c'est tout ça réuni, de me dire, tous les matins, non seulement j'ai la banane parce que je vais faire quelque chose d'utile, mais en plus je vais apprendre. Je crois que c'est quelque chose qui est unique. J'aimerais qu'un jour on puisse ouvrir une école de ça. Voilà, je trouve que c'est unique.